Madame la secrétaire d'État chargée du budget et de la gestion des Philippines, Monsieur le Président du Tribunal des comptes de São Paulo, cher Eduardo Tuma, Monsieur le Directeur exécutif de l'Association des écoles de droit des universités des États-Unis du Sud-Est, cher Russell Weaver, Monsieur le Professeur Ricardo Sayeg, Madame Carla Sayeg, Monsieur le Professeur Pietro Faletta, Mesdames et Messieurs les magistrats du Brésil et des États-Unis d'Amérique, Madame, Messieurs les avocats, chers confrères, chers amis des universités et des institutions de France et de l'étranger qui nous ont fait l'honneur de nous rejoindre lors de ces 8e journées universitaires, chers collègues, chers étudiants, Mesdames et Messieurs, nous sommes heureux de vous retrouver en présentiel pour cette 8e édition des Journées universitaires sur les enjeux des gouvernements ouverts et du numérique. L'an dernier, notre intervention portait sur la reconstruction démocratique, les transformations numériques et l'ouverture des gouvernements. Cette intervention était prononcée dans un contexte particulier. Non seulement elle annonçait le retour de la tenue des Academic Days en présentiel, après 2 éditions organisées en distanciel en raison de la pandémie. Mais en outre et surtout, elle faisait le constat d'une diminution de la place des démocraties dans le monde dans un contexte de guerre et de populisme, et plus précisément des démocraties libérales par opposition à celles dites illibérales. 1 an plus tard, alors que les tensions internationales ne cessent d'augmenter, cette nécessité de préserver sans relâche les principes démocratiques demeure. Dès lors, parler de démocratie libérale et de liberté revient à traiter de thématiques qui ne sont pas en vogue dans le monde contemporain. Le rapport 2023 de l'International IDEA constatant par exemple pour la 6e année consécutive un déclin de l'état de la démocratie dans le monde. Or, Mikhail Ignatieff, recteur émérite de l'Université centrale européenne, souligne qu'il est illusoire de penser que la démocratie libérale l'emportera simplement parce que les citoyens feront toujours passer leur liberté en premier. Cela dépend du contexte et de la gravité des crises auxquelles la démocratie est confrontée. De son point de vue, même les libéraux ne la défendront pas. Cette affirmation justifie davantage la nécessité de protéger et même de renforcer tant la démocratie que les libertés. Liberté et démocratie se nourrissent mutuellement. Défendre la démocratie revient à promouvoir ses principes et droits fondamentaux, au premier rang desquels figure celui de la liberté. Inversement, la promotion incessante de la liberté contribue au renforcement constant de la démocratie. Au contraire, accepter de céder une partie de la liberté revient à consentir à limiter la démocratie, et réciproquement. L'inverse est également vrai. Or, quel autre lieu que la Sorbonne et l'université pour appeler à un renforcement des libertés, comme se propose de le faire cette intervention. La France n'est pas seulement ce pays marqué historiquement par sa révolution et sa déclaration de 1789. Elle est aussi l'un des rares pays au monde à ériger la liberté comme première composante de sa devise. Peu sont les pays qui mentionnent la notion de liberté dans leur devise. Moins sont ceux qui le font comme premier axe de leur devise, et encore moins ceux qui s'assurent de son respect. Parmi les pays qui sont attachés à la liberté jusqu'à leur devise, il faut cependant mentionner également l'exemple de la Grèce, l'un des pays à l'origine de la civilisation européenne qui, de manière viscérale, affirme la liberté ou la mort. Même s'il est loin d'être le plus peuplé des États européens, il est intéressant de noter, à propos de cet attachement au monde libre, que la devise de la cité-État de San Marino, l'une des plus anciennes républiques dans le monde, tient en un seul mot latin, libertas,
Concernant la Sorbonne, le nom de cette institution créée dans un premier temps sous la forme de Collège de Sorbonne, à l'initiative de Robert de Sorbon en 1253, et qui fête donc cette année son 770e anniversaire, a vu régulièrement son nom associé aux idéaux démocratiques et à la lutte contre les obscurantismes qui menacent régulièrement nos sociétés depuis sa fondation jusqu'à aujourd'hui. Pourtant, la Sorbonne n'échappe pas aux débats philosophiques et politiques de son temps, oscillant au gré d'une histoire foisonnante entre un conservatisme jaloux et un libéralisme éclairé, avant de prendre définitivement, à partir de 1896, sous la Troisième République, sa place de sanctuaire de l'esprit et de lieu privilégié de la connaissance. Au nombre des libertés chèrement acquises et sans cesse susceptibles d'être fragilisées, figure celle dédiée à l'ouverture et à la circulation des données. Les enjeux inhérents à cette liberté sont tels qu'un pays seul ne saurait en organiser les fondements et la régulation. Il faut en effet au moins une force régionale, prenant appui sur des institutions légitimement élues et protectrices de l'état de droit, pour construire pas à pas, sur le long terme, le socle juridique de la circulation des données. C'est dire l'importance des institutions européennes dans la consécration et la mise en œuvre de l'ouverture et la circulation des données en tant que cinquième liberté du marché unique. Cependant, consacrer une liberté ne suffit pas. Il faut surtout se préoccuper de son effectivité pour préserver les valeurs de l'Union européenne, pour préserver ces valeurs qu'elle défend et organiser à l'égard des données la circulation de ces dernières et en faire une cinquième liberté du marché unique. Consacrer la libre circulation des données en tant que cinquième liberté du marché unique s'inscrirait dans une continuité historique qui vise à tirer les conséquences pour l'Union européenne de l'évolution contemporaine vers une société des données. Il s'agit de reconnaître en tant que telle une nouvelle liberté qui est au cœur des enjeux de souveraineté européenne résultant de l'avènement de la société des données et se manifestant par des choix de régulation que l'Union européenne entend mettre en place. Affirmer la nécessité de consacrer une cinquième liberté du marché unique conduit nécessairement à s'intéresser aux droits de l'Union européenne. Montrer que cette cinquième liberté est la conséquence logique d'une évolution du droit de l'Union pour répondre aux enjeux démocratiques actuels impose de son côté de revenir sur certains principes fondamentaux qui ont été consacrés en la matière de l'origine à aujourd'hui. De ce point de vue, il n'est pas inutile de souligner à ce sujet que, comme le mentionne le préambule de ce texte, le traité sur l'Union européenne s'inspire des héritages culturels, religieux et humanistes de l'Europe, à partir desquels se sont développées les valeurs universelles que constituent les droits inviolables et inaliénables de la personne humaine, ainsi que la liberté, la démocratie, l'égalité et l'état de droit. Par ce texte, les pays signataires ont confirmé leur attachement aux principes de la liberté, de la démocratie et du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'état de droit. Parmi les objectifs recherchés figure d'une part l'importance historique de la fin de la division du continent européen et la nécessité d'établir des bases solides pour l'architecture de l'Europe future. D'autre part, le renforcement démocratique est celui de l'efficacité du fonctionnement institutionnel, mais aussi la promotion du progrès économique et social de leur peuple, compte tenu notamment du principe de développement durable et dans le cadre de l'achèvement du marché intérieur. Montrant leur importance, le premier article du traité sur l'Union européenne souligne de nouveau ces principes en affirmant dès ses premières lignes, d'une part, que l'Union a pour but de promouvoir la paix, ses valeurs et le bien-être de ses peuples. D'autre part, qu'elle offre à ses citoyens un espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontières intérieures. Et enfin, que dans cette perspective, elle établit un marché intérieur. Ces principes sont connus de beaucoup, mais les rappeler n'est pas inutile.
d'autant que la défense d'une nouvelle liberté, qui viendrait s'ajouter à la liberté de la circulation des personnes, des marchandises, des services et des capitaux, consacrée en droit primaire, contribuerait à renforcer ces libertés. Si l'Union européenne n'a eu de cesse d'affirmer depuis sa création la liberté comme un principe fondamental de son action, comment envisager qu'à l'heure de la société des données, ces libertés porteraient sur les personnes, les marchandises, les services et les capitaux, et non sur les données? À une époque où les frontières disparaissent progressivement, avec la multiplication des flux de données transnationaux, ne pas reconnaître une liberté de circulation des données reviendrait à limiter le champ des libertés européennes. Or, cette liberté est à la fois économique, politique et sociale, en 3 dimensions, dirais-je, ou correspondant au droit quantique du professeur Sayegh. Politiquement, la circulation des données suppose d'en accepter leur ouverture et leur mise à disposition. Elle conduit à accepter un meilleur contrôle des citoyens sur l'action des entités qui ont l'obligation d'ouvrir leurs données. Cette transparence, favorisée par la libre circulation des données, aboutit alors à conférer une dimension sociale à cette évolution, étant précisé qu'elle doit porter autant que possible sur les données détenues par les gouvernements, mais aussi sur les données détenues par les grandes entreprises, tant que cette libre circulation des données ne porte pas atteinte à un secret légitimement protégé. Économiquement, cette libre circulation des données contribue alors à un cercle vertueux. Elle contribue à créer de la croissance économique en rendant possible une plus grande transparence, une analyse des bonnes et mauvaises pratiques et la création d'un nouveau secteur économique chargé d'exploiter les données circulant librement. En outre, destinée à favoriser la libre circulation des données, la défense d'une telle liberté s'inscrit dans le but poursuivi par l'Union européenne ces dernières années, celle-ci n'ayant eu de cesse de se positionner en tant qu'espace régional leader de la régulation du numérique. Autrement dit, si d'autres parties du monde assurent ou tentent d'assurer leur leadership dans la société des données à travers leur technologie, la France, comme l'Union européenne, le font pour leur part, en tant que régulateurs contre les dérives qui sont susceptibles de porter atteinte au monde libre. L'Union européenne a fait de cet enjeu de régulation numérique un axe de sa souveraineté. Si pendant longtemps l'influence de la régulation européenne avait une portée réduite, l'Union européenne assume désormais pleinement ce rôle, avec une législation en matière de numérique qui le plus souvent comporte une dimension extraterritoriale, puisqu'elle s'applique dans l'Union, depuis l'Union européenne et vers l'Union européenne. Pour comprendre ce changement, il faut avoir à l'esprit l'avènement d'une triple prise de conscience. La première d'entre elles est de nature géopolitique et est née du constat que le mythe de la fin de l'histoire, promis et théorisé par Francis Fukuyama avec la chute du rideau de fer, ne se réalisera pas, ou du moins pas pour le moment. Nous assistons même au contraire aujourd'hui, à travers une redéfinition géopolitique du monde. Dans cette reconfiguration, l'Union européenne entend être un acteur majeur à travers la mise en place d'une société des données dans laquelle les libertés ont toute leur place. Cette volonté d'indépendance s'est manifestée récemment, après l'annonce le 11 juillet 2023 de la nomination de l'économiste américaine Fiona Scott Morton comme économiste en chef de la Direction générale de la concurrence, c'est-à-dire à un des postes clés de la Commission européenne. L'illustration de cette première prise de conscience visant à asseoir l'indépendance européenne ne résulte pas du choix de la Commission européenne de nommer une économiste américaine, mais de la réaction des États membres et de leurs opinions à la suite de cette annonce de nomination. Pour rappel, la mission de Fiona Scott Morton devait notamment consister à enquêter sur les GAFAM, alors que par le passé, elle avait été consultante pour Apple et Microsoft. Par conséquent, il n'était pas seulement reproché à la Commission européenne de vouloir nommer une non-européenne à un poste stratégique européen,
à un moment où l'Union européenne cherche à lutter contre les ingérences étrangères. Il était aussi reproché à Fiona Scott Morton d'entretenir des liens d'intérêt avec les GAFAM. Le président français Emmanuel Macron ainsi que 5 commissaires européens demandèrent alors à la présidente de la Commission européenne de revoir sa décision, suivant ainsi la pression des opinions européennes s'opposant à une telle nomination. Fiona Scott Morton décidera finalement de renoncer à ce poste face à ces contestations. Cet exemple d'actualité est une illustration de la volonté des États membres de l'Union européenne de montrer qu'il existe une souveraineté européenne qui doit s'affirmer face aux États étrangers, mais aussi face aux géants de l'Internet. La deuxième prise de conscience est de nature existentielle et s'explique par la reconfiguration qui se dessine depuis plusieurs années pour s'accentuer aujourd'hui avec le passage à la société des données. Cette évolution oblige l'Union européenne à asseoir sa souveraineté, non seulement pour que sa voix puisse continuer à peser dans le monde, mais aussi pour lui permettre de prendre les décisions concernant son avenir et son choix de société en toute indépendance vis-à-vis des autres pays, mais aussi vis-à-vis des géants du numérique. Là où la Chine ou les États-Unis sont pionniers en matière de technologie numérique, l'Union européenne l'est par sa régulation juridique. L'un des textes les plus connus à l'étranger est le RGPD, sur la protection des données personnelles. Mais d'autres textes importants ont été adoptés ou sont sur le point de l'être, à commencer par le Data Governance Act ou le Data Act. Autrement dit, à défaut d'avoir la maîtrise technique de toutes les technologies pour y parvenir, l'Union européenne dispose de l'outil juridique en imposant sa régulation, sinon au reste du monde, à tout le moins à tous ceux qui souhaitent continuer à bénéficier du marché économique européen. Dans ce contexte, l'annonce de la nomination de Fiona Scott Morton envoyait en Europe et au reste du monde des signaux contradictoires face à la volonté européenne de développer sa souveraineté à travers sa régulation juridique. Enfin, la troisième prise de conscience est de nature réaliste et vise à tirer les bénéfices résultant du poids économique et financier de l'Union européenne et de son marché économique. Pour illustrer l'importance de ces enjeux économiques, il faut rappeler certains chiffres. Selon l'Office des statistiques de l'Union européenne, Eurostat, l'Union européenne compte au 1er janvier 2022 447 millions d'habitants contre 1,4 milliard d'habitants pour la Chine et presque l'équivalent pour l'Inde. L'Union européenne est donc le 3e marché mondial en termes d'habitants. Autrement dit, avec ses 27 États membres, l'Union européenne a 100 millions d'habitants de plus que les États-Unis. Toujours selon les chiffres officiels d'Eurostat, l'Union européenne représentait 14% du commerce mondial de biens en 2021. Selon la Banque mondiale, l'Union européenne et les États-Unis avaient le même produit intérieur brut en 2009. Au contraire, en 2022, le PIB des États-Unis est de 25 trillions et de 17 trillions pour l'Union européenne, soit une différence de 50% en faveur des États-Unis. Ce contexte économique est important, car il contribue à comprendre les décisions prises par l'Union européenne, qui considère que son marché est suffisamment important pour pouvoir imposer au reste du monde ses propres règles, particulièrement en matière de numérique. Du fait de cette importance, l'Union européenne est désormais consciente qu'elle est en mesure d'affirmer son autonomie. Certes, elle reste géographiquement et géopolitiquement proche de ses alliés traditionnels. Mais elle n'hésite désormais plus à leur imposer sa régulation européenne. Désormais consciente de sa possibilité d'imposer sa régulation, l'Union européenne a adopté ces dernières années plusieurs textes qui visent à favoriser la circulation des données au sein de l'Union européenne avec une dimension extraterritoriale, puisque le respect ne s'impose pas simplement au sein de l'Union européenne, mais également à destination d'acteurs non européens. D'une part, ces textes s'imposent aux clients non européens des entreprises domiciliées dans l'Union européenne, qui doivent se conformer, quel que soit le pays d'origine de leur clientèle, aux droits de l'Union européenne. D'autre part, ces textes s'appliquent également à tous ceux qui sont domiciliés en dehors de l'Union européenne, mais qui ont des clients résidents dans l'Union européenne.
Dès lors, l'affirmation d'une cinquième liberté autour de la circulation des données pourrait avoir une dimension extraterritoriale, illustrant de ce fait une forme de souveraineté numérique retrouvée de l'Union européenne dans la société des données. Il ne suffit pas d'affirmer la nécessité de défendre l'avènement d'une cinquième liberté du marché commun et d'en expliquer les raisons. Il est tout aussi nécessaire, afin de contribuer à son effectivité, de préciser selon quelles modalités cette cinquième liberté du marché unique pourrait être mise en œuvre. De ce point de vue, il est fondamental de rappeler les préalables à la libre circulation des données, qu'il s'agisse de la création d'un marché unique de données ou de la sécurisation de ces dernières. Il n'est pas possible de comprendre pourquoi l'Union européenne est aussi active en matière de régulation et quelles seraient les modalités du déploiement d'une cinquième liberté sur les données, sans évoquer le fonctionnement de l'Union européenne et rappeler que celle-ci ne peut agir que dans son domaine de compétence. Dans cette perspective, il faut citer le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dans sa version issue du traité de Lisbonne. Cette version qui clarifie les compétences entre l'Union européenne et les États membres. Évoquer cette répartition des compétences permet de comprendre les raisons pour lesquelles l'Union européenne souhaite favoriser la création d'un marché unique des données et comment l'avènement d'une cinquième liberté autour des données pourrait bénéficier de ce nouveau cadre. Autrement dit, l'activisme de l'Union européenne en matière de régulation numérique s'explique aussi par le fait que l'une des compétences majeures de l'Union européenne est de créer un marché intérieur. Si la compétence de l'Union européenne est exclusive lorsque la régulation porte sur les règles de concurrence nécessaires au fonctionnement du marché, sa compétence devient partagée avec les États membres lorsqu'elle concerne le marché intérieur. Depuis son origine, ce marché intérieur a eu un impact considérable sur les pratiques des Européens et sur la croissance économique. Dans la mesure où il s'agit d'une compétence importante de l'Union européenne, la Commission européenne est particulièrement active pour adopter une législation qui contribue au développement du marché unique. L'objectif est de créer un marché unique à l'intérieur de l'Union européenne. Cela suppose d'harmoniser les pratiques des États membres et de supprimer les barrières juridiques qui empêchent le marché intérieur de se développer. L'Union européenne souhaite donc développer un espace sans frontières intérieures. Dans cette perspective, elle met en œuvre des principes de liberté de circulation qui concernent aujourd'hui, comme nous l'avons vu, les personnes, les marchandises, les services et les capitaux. Or, la société étant désormais une société des données, l'Union européenne veut désormais développer un marché unique numérique, voire un marché unique des données. Dès lors, les règles sur le fonctionnement du marché intérieur ont vocation à s'appliquer à l'intérieur du marché numérique, au premier des rangs desquels figure la suppression des différentes barrières qui freinent la liberté de circulation des données. La répartition des compétences entre l'Union européenne et les États membres a au moins 3 conséquences concernant l'avènement d'une cinquième liberté du marché unique. La première est que l'Union européenne est légitime à intervenir pour réguler ce marché intérieur en prévoyant une législation favorable à la circulation des données. Sans cette légitimité, il ne serait pas possible pour l'Union européenne d'intervenir. Pour le dire autrement, l'Union européenne doit sans cesse justifier les régulations qu'elle adopte en faveur de la circulation des données qui contribuent au développement du marché intérieur. Cette légitimité est nécessaire pour intervenir, et cela explique pourquoi l'Union européenne peut intervenir en matière de réutilisation des données publiques, mais non concernant le droit d'accès aux documents publics, qui relève de la compétence exclusive des États membres. La deuxième conséquence est que le partage de compétences entre l'Union européenne et les États membres en matière de marché intérieur permet également à ces derniers d'intervenir. Autrement dit, l'Union européenne peut fixer un cadre juridique minimal que les États membres peuvent décider d'approfondir. La France fait partie des pays qui ont fait ce choix, en surtransposant par exemple le droit de l'Union relatif à l'ouverture des données dans son code des relations entre le public et l'administration. La troisième conséquence porte cette fois sur la compétence exclusive de l'Union européenne en matière de droit de la concurrence.
Les règles prévues en matière de circulation des données sont prévues par l'Union européenne sans que les États membres puissent y déroger en matière de concurrence, et elles ont pour objectif de s'assurer que l'absence de mesures conduisant à fausser la concurrence entre les différents acteurs de l'écosystème ne viennent pas perturber la circulation des données. Sauf exception, les règles doivent être les mêmes pour tous, notamment concernant la tarification ou la gratuité de la réutilisation, et les accords d'exclusivité envers certains partenaires sont par principe interdits. Pour parvenir à instaurer ce marché unique intérieur, il est fondamental de pouvoir adopter une législation qui œuvrera à la suppression des frontières intérieures, mais qui garantira aussi la sécurité de la circulation des données. Pour supprimer les barrières juridiques et harmoniser les pratiques en matière numérique, l'Union européenne a adopté des textes de plus en plus nombreux. Alors qu'elle avait adopté 27 textes visant à réguler le numérique entre 1987 et 2019, soit sur une période de plus de 30 ans, ce chiffre a presque été triplé au cours des 3 dernières années, puisque depuis 2019, 77 textes ont été adoptés ou sont sur le point de l'être. Plusieurs de ces textes visent à favoriser la libre circulation des données, tout en veillant à offrir des garanties de sécurité. L'objectif est de s'assurer que la circulation des données ne puisse intervenir que si elle ne porte pas atteinte aux droits fondamentaux des personnes sur lesquelles portent ces données. Autrement dit, il s'agit d'ouvrir les données et d'en permettre leur circulation dans un cadre protégé, car seule cette protection est de nature à permettre une pleine effectivité du principe de libre circulation des données. Le règlement général sur la protection des données, le RGPD, qui est certainement le texte le plus connu en matière de droit des données, a été conçu selon cette philosophie. En l'adoptant en 2016, l'Union européenne n'a pas seulement fixé au RGPD l'objectif de protéger les données personnelles. Elle lui a aussi fixé comme objectif de favoriser la liberté de circulation. Cet objectif est explicitement mentionné dans le nom de ce texte, qui est, rappelons-le, le règlement du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. La liberté de circulation des données personnelles résulte donc du prérequis de leur protection par le droit de l'Union européenne. 2 ans plus tard, l'Union européenne a adopté le règlement du 14 novembre 2018 relatif au traitement des données non personnelles. Cette fois, il s'agissait de faire circuler les données non personnelles. Dans le cadre de l'adoption de ce texte, le Parlement européen a fait savoir que le règlement sur les données non personnelles a permis d'adopter la 5e liberté de l'Union européenne. Cependant, limité au seul RGPD et au règlement de 2018 sur les données non personnelles, le cadre juridique pour consacrer pleinement cette 5e liberté ne serait pas complet. D'une part, il faut mentionner la directive de 2019 sur l'open data. Ces textes de transposition, comme le Code des relations entre le public et l'administration en France, ainsi que le règlement d'exécution de la Commission du 21 décembre 2022, établissant une liste d'ensemble de données de forte valeur spécifique et les modalités de leur publication et de leur réutilisation. Ces textes visent tous à favoriser la circulation des données dans le respect des droits des tiers. D'autre part, de nouveaux textes ont été adoptés ou sont sur le point de l'être pour renouveler le droit de l'ouverture des données en dépassant la vision traditionnelle de l'open data. S'ils ont pour objectif de favoriser la libre circulation des données, ils contiennent tous des mesures destinées à procéder à cette circulation dans le respect des droits des tiers. Tel est le cas du règlement sur les données, ou Data Act, qui est en cours d'adoption pour favoriser la circulation des données industrielles. Le même raisonnement s'applique aussi, par exemple, pour le règlement portant sur la gouvernance européenne des données du 30 mai 2022. Il s'agissait cette fois de s'intéresser au partage des données protégées par des organismes publics
et qui sont détenues par des organismes publics. Et parce que ces données sont protégées, elles ne relevaient pas d'autres textes relatifs à l'ouverture des données. Les États membres qui le souhaitent peuvent désormais s'appuyer sur ce texte pour créer un cadre juridique permettant le partage de ces données protégées et permettant le partage également à des fins altruistes. Contribuant à la mise en œuvre de la 5e liberté, ce partage des données n'est rendu possible que par la mise en place d'un cadre juridique destiné à asseoir la confiance des personnes susceptibles d'autoriser ce partage. Au final, le premier considérant de ce texte résume bien les enjeux submentionnés, en expliquant que la mise en place de règles et pratiques communes dans les États membres en ce qui concerne l'élaboration d'un cadre de gouvernance des données devrait contribuer à la réalisation de ces objectifs dans le plein respect des droits fondamentaux. Elle devrait également garantir le renforcement de l'autonomie stratégique ouverte de l'Union, tout en facilitant la libre circulation des données à l'échelle internationale. Le nouveau cadre juridique qui découlera de ce texte, comme de ceux mentionnés précédemment, est indispensable pour contribuer au déploiement d'espaces communs de données que l'Union européenne souhaite développer. Dans le règlement sur la gouvernance des données, le législateur européen explique que la Commission a plaidé en faveur de la libre circulation sécurisée des données avec les pays tiers, sous réserve des exceptions et des restrictions en matière de sécurité publique, d'ordre public et d'autres objectifs légitimes de politique publique de l'Union, conformément aux obligations internationales, y compris en ce qui concerne les droits fondamentaux. Pour devenir réalité, cette vision reposera sur la mise en place d'espaces européens communs de données, destinés à favoriser le partage des données et leur mise en commun. Ces espaces communs de données porteront sur des secteurs stratégiques comme la santé, le développement durable, l'administration, l'industrie, l'énergie, les services financiers, et pourrait servir à appuyer une stratégie d'une open data et d'une 5e liberté au sein d'une Union européenne souveraine. Cette 5e liberté n'est certes pas affirmée aujourd'hui en tant que telle dans le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, mais force est de constater que le cadre juridique de l'Union européenne contribue à reconnaître de facto cette 5e liberté. Or, et pour le dire à titre de conclusion, consacrer la libre circulation des données comme une 5e liberté ne permettra pas seulement d'étendre les libertés au sein de l'Union européenne, ce qui en soi est déjà une conséquence importante. L'affirmation de cette 5e liberté contribuerait aussi à renouveler l'approche de l'open data, en plaçant la circulation des données au cœur d'une société européenne intelligente. L'objectif de l'Union européenne est d'être un leader mondial du numérique et de l'intelligence artificielle. Ce leadership passe par la libre circulation des données et l'affirmation de cette 5e liberté au service d'une Union européenne intelligente, autrement dit, d'une Smart European Union. Mesdames et messieurs, les travaux de ces 2 journées contribueront à nourrir cette intelligence collective par la contribution sur 2 jours de plus de 165 participants venus de 37 pays pour débattre des enjeux des gouvernements ouverts et du numérique. Nous remercions l'ensemble des participants et parmi ceux-ci, l'importante délégation brésilienne conduite par le professeur Ricardo Sayeg et Carla Sayeg dans le cadre de cet événement qui consacre cette année la coopération universitaire franco-brésilienne sur les enjeux des gouvernements ouverts et du numérique. Cette réflexion ne pourrait exister dans les institutions organisatrices Cette réflexion ne pourrait exister sans les institutions organisatrices que sont l'IMODEF, l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne que nous remercions.
sans non plus une équipe constituée notamment de M. Hakim Bouchiker et des personnels de l'Institut de recherche juridique de la Sorbonne, de Bruno Maton et de l'IED de la Sorbonne, ainsi que de Jean Arrivel, notre webmaster, de Ana Viana, Georgiana Hirscu, Juan Pablo Nieto Ramirez, que nous remercions pour la traduction en 3 langues, espagnol, portugais du Brésil et anglais. Sans la contribution non plus de M. Jean-Jacques Coudella, de Paul Moussier, de Thomas Honnet, des étudiants des promotions Olympe de Gouges, Margaret Hamilton et Joseph Licklider, et plus largement de l'ensemble de l'équipe qui aide au bon déroulement des 26 sessions auxquelles vous pourrez assister aujourd'hui. Ce discours d'ouverture prononcé, il ne nous reste plus qu'à déclarer ouvertes les 8e journées universitaires sur les enjeux des gouvernements ouverts et du numérique. Mesdames et messieurs, nous vous remercions de votre présence aujourd'hui. Nous vous souhaitons d'excellentes journées universitaires et vous invitons à rejoindre vos sessions respectives. Merci de votre attention.